Laroche. Bonsoir David. Très bien. Très bien, très bien. Alors, je vais juste vérifier qu'on est en ligne, on nous voit et qu'on nous entend. Voilà, juste quelques instants et comme ça, je profite pour vous dire que ceux qui sont... Attends, je vais voir déjà est-ce qu'on est en ligne. Quelques instants, donnez-moi quelques instants. Et on commence tout de suite avec David Laroche. J'ai plein de choses à lui demander. Voilà, OK. Nous sommes en ligne. Les gens commencent à arriver. D'accord, ça monte de 5, 30. OK, ça commence à arriver. Pour ceux qui sont en train d'arriver, je vous invite à nous offrir un like, un j'aime, un cœur, un j'adore, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour que cette diffusion soit beaucoup plus large, beaucoup plus importante. Je t'ai entendu dire, je suis d'accord avec toi, David, qu'il y a tellement des informations sur Internet qui devient viral, un mot qui en ce moment n'est pas très, pas très sympa, et que ce genre d'informations, je crois que sont importants de les rendre beaucoup plus accessibles. Alors, David, comment tu vis ce moment unique dans l'histoire de l'humanité que nous sommes en train de traverser? Tu veux dire moi à titre personnel pour moi? Toi, David Laroche. Alors ça dépend. Ça dépend des heures, des jours. Je suis un être humain, donc ça varie. Mais en tout cas, la plus grosse tendance, c'est... En fait, quelque part, je me pose pas tant la question. Mon obsession en ce moment, c'est qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux faire pour protéger mes proches, protéger aussi mon équipe parce que ils sont importants pour moi. Comment je peux servir ma communauté qui me fait confiance depuis des années. Il y a des gens qui me suivent depuis 10 ans. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, c'est vrai que je me pose peu la question de comment je vais. Je vais plutôt très bien en soi. Déjà, comme je te disais, je suis en pleine santé. Julie aussi. J'ai une personne de ma famille qui a le coronavirus, qui est âgée. Donc ça, c'est un challenge. On sait pas trop ce que ça va donner, mais voilà, je suis confiant, non pas confiant de comment les choses vont se dérouler, mais je suis confiant dans le fait d'avoir des ressources et que ma communauté a des ressources, que les gens qui assistent au sommet de la conscience ont des ressources. Et donc là, en ce moment, je suis en mode service, en fait. Je suis en mode, qu'est-ce que on peut faire? Quand je dis on, c'est l'équipe et moi, parce qu'aujourd'hui, même si souvent c'est moi qu'on remercie, la réalité, c'est que je ferais impossible qu'on fasse autant de vidéos et tout ce qu'on fait sans l'équipe. Donc, en ce moment, on est vraiment en mode, qu'est-ce que les gens ont besoin? Comment leur rendre service? Comment aider? C'est quoi les besoins? Comment être disponible pour les gens? Donc voilà, j'ai des longues journées qui démarrent dès que je me lève jusqu'à minuit. C'est très intense. On a dû annuler les événements. Donc ça a été de la gestion. Mais ça fait partie du jeu. Donc ça, c'est une partie de moi. Et puis après, l'autre partie ça peut paraître fou, mais qui est quelque part stimulée. Non pas pour la partie sanitaire, hein, ça me stimule pas. C'est Mais, regrettable. Ouais. mais ce qui me stimule quelque part, c'est que le cœur de mon enseignement repose sur la gestion des challenges. Et quelque part, c'est ce que j'ai dit à l'équipe il y a une semaine, je crois, une semaine et demie, on a fait un team building virtuel. Et je leur ai dit, s'il y a bien un moment où on va pouvoir mettre à l'épreuve tout ce qu'on enseigne, c'est maintenant. Et donc, Tout à fait. quelque part, les personnes aujourd'hui qui changent d'état d'esprit et qui sont en mode constructif, en mode on avance, en mode qu'est-ce que je peux faire pour moi-même, pour les proches, pour les autres, les gens qui sont dans cette démarche-là, paradoxalement, ils vont être encore plus récompensés qu'en temps normal. Parce que quand on n'est pas en temps de crise et que tout va bien, c'est très facile d'être heureux, c'est très facile d'avancer, c'est très facile d'être productif, c'est très facile d'apporter de la valeur aux autres. Quand on se sent mal, le réflexe, c'est de se replier sur soi. Quand on se sent mal, c'est d'avoir de l'obscurité par rapport au futur. Quand on se sent mal, on est moins créatif, on est moins efficace. Et donc, paradoxalement, s'il y a bien un moment où les gens vont être récompensés
par leur capacité à sortir de se regarder eux-mêmes et apporter de la valeur, être récompensés par changer leur énergie et être en mode qu'est-ce que j'ai envie de modifier dans ma vie, qu'est-ce que je veux changer, comment je peux être créatif, paradoxalement, c'est maintenant. Et donc, c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que les personnes dans ma communauté qui, quelque part, me suivent depuis 3, 5, 10 ans, j'ai de la gratitude pour eux parce que je suis sûr qu'ils vont mieux s'en sortir que la moyenne des gens liés à tout ce qu'ils ont acquis depuis des années. Y c'est como, quelque part, como si tout ce travail qu'on a, beaucoup de gens ont fait, ta communauté, ma communauté, bah, c'est maintenant qu'on peut le mettre en pratique, en fait. C'est quelque part comme si on s'est préparé depuis toujours à vivre peut-être ce moment que nous sommes en train de vivre, que nous allons vivre, parce que ça risque de nous amener dans des choses que personne ne sait. C'est clair. Toi qui partages beaucoup de choses autour de la spiritualité, par exemple, là en ce moment d'ailleurs, c'est très intéressant. Hein, statistiquement, scientifiquement, il y a une ouverture internationale à la spiritualité. La spiritualité prend de la place. Elle a toujours pris. Alors, avant, c'était pas tant la spiritualité, c'était la religion, mais c'est la spiritualité. Mais la spiritualité a toujours pris de la place dans l'humanité à chaque fois qu'il y a eu une crise. Et quand tu regardes l'histoire et qu'il y a eu plusieurs épidémies et pandémies, la spiritualité prend de la place. Et tout ce que tu enseignes et partages, que ce soit dans le sommet ou en dehors du sommet, cette ouverture à être connecté à plus grand que toi, c'est une ressource incroyable dans des moments comme ça où il y a plein de choses qui nous dépassent. Parce que ça te permet d'avoir plus confiance en la vie, plus confiance en, peu importe comment les gens l'appellent, hein, ils l'appellent Dieu, la vie, l'univers, Allah, ce qu'ils veulent. Mais ce qui est sûr, c'est que ça te permet d'être plus calme et plus apaisé plutôt que qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui se passe, qui peut être effrayant. D'ailleurs, c'est pas pour rien que à l'époque de l'Antiquité, ben, pour expliquer par exemple les éclipses et tout ça qu'ils n'arrivaient pas à comprendre et qui était effrayant, ils y donnaient une signification religieuse. Mais quelque part, même si c'était pas forcément vrai, en revanche, ce qui était intéressant, c'est que ça crée de l'apaisement en fait. Et quand tu comprends pas tout, t'en remettre à quelque chose qui te dépasse et qui est plus grand, c'est apaisant. Il y a, comment il s'appelle, là, qui est vraiment intéressant. Il doit avoir 75, 80 ans. Boris Cyrulnik, je crois. Voilà, Boris Cyrulnik. Oui. Qui est pas, de la résilience. Voilà, il n'est pas spécialement croyant en tant que tel, mais il a étudié le pouvoir des prières et c'est ça qui est fascinant, c'est que on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. En revanche, on voit bien que les prières, pour le coup, de manière scientifique, ça a un rôle et ça apporte quelque chose parce que justement, vu qu'on n'arrive pas à tout contrôler et que le facteur le plus déterminant dans le bien-être d'un être humain, c'est sa sensation de contrôle, et ben quelque part, s'en remettre à quelque chose qui est là pour te rendre service, c'est très apaisant. Donc oui, tout le travail que font les gens sur eux-mêmes, c'est le moment là, c'est les JO là. Là, ils ont pratiqué. Pendant tout leur vie, pendant plusieurs vies peut-être. Ouais. Alors, je vous rappelle que la conférence de David Laroche, alors, elle s'appelle, je vous dis tout de suite, j'avais préparé ça, 6 clés pour changer radicalement votre vie sur tous les plans, est disponible depuis ce matin, gratuitement, pendant 48 heures. Je crois que jusqu'à, on est quel jour aujourd'hui? Jeudi? Ah, c'est pas moi qui peux demander ces trucs-là. Jusqu'à samedi matin. C'est une conférence incroyable. J'ai vu les commentaires. Je ne sais pas si tu les as vus. Les gens, waouh, magnifique, extraordinaire. Allez la voir parce que c'est vraiment une conférence qui peut vous donner des clés pour traverser certaines choses que nous sommes en train de vivre. Merci, David. Je rappelle aussi les gens qui sont en direct avec nous. J'ai vu tout à l'heure, il y a plus ou moins 300 personnes, de nous cliquer et de nous offrir un j'aime, un j'adore,
pour faire beaucoup plus vu cet échange que nous sommes en train d'avoir avec David. Alors, David, tu disais tout à l'heure, et aussi, pardon, la dernière chose avant de poser la question, si vous avez des questions pour David, c'est maintenant le moment parce qu'on va passer, tu as combien de temps, David? 30 minutes, 40 minutes ensemble? C'est OK? Ça sera bon. Okay. OK. Et après, les questions commencent à arriver, tous les jours ça arrive et ouais, il y a plus de temps. Alors, tu disais tout à l'heure qu'il y avait des choses qu'on pouvait maîtriser et des choses qu'on ne pouvait pas maîtriser. Par exemple, dans cette situation, qu'est-ce qu'on peut maîtriser et qu'est-ce qu'on ne peut pas maîtriser et qu'est-ce qu'on fait avec les choses qu'on ne peut pas maîtriser? Alors, j'aime beaucoup la philosophie stoïque. Les stoïques, c'était des philosophes grecs. Donc, dans l'Antiquité, un des plus connus, c'est Marc Aurèle, qui était un empereur romain. Mais il y a aussi d'autres qui sont connus, comme Épictète, Aristote, qui était très inspiré aussi de cette philosophie-là. Et bref, chez les stoïques, ils avaient cette idée qu'il y a la dichotomie. Donc, la dichotomie, c'est deux choix et qu'on pouvait intégrer je sais plus exactement le mot, mais dichotomie, trichotomie, quelque chose comme ça. Et pourquoi c'est intéressant par rapport à ta question, c'est que la question, c'est pas tant où est-ce que j'ai du pouvoir et où est-ce que j'en ai pas, mais il y a des trucs où pour le coup, j'ai totalement du pouvoir dessus. Par exemple, est-ce que demain, je vais me lever à 7 heures du matin? Ben, j'ai le pouvoir de mettre un réveil ou non. Il y a des choses sur lesquelles j'ai pas du tout du pouvoir. Et il y a des choses où j'ai pas un total pouvoir, mais je peux quand même les influencer. Et donc, pour répondre à ta question, je dirais qu'il y a trois cases à avoir. Donc, qu'est-ce qui est pas en mon pouvoir? Typiquement, la météo, c'est pas en mon pouvoir. La gravité qui s'exerce sur la Terre, il y a plein de choses qui sont pas en mon pouvoir. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir totalement? Je décide tous les matins. Chacun de nous, on décide de comment on va nourrir son esprit, qu'est-ce qu'on va lire, qu'est-ce qu'on va regarder comme vidéo, combien de temps on va le regarder. Ça m'appartient. Ce qui m'appartient, c'est d'avoir de la gratitude de la vie que j'ai, parce que même si ça paraît catastrophique, il y a encore quand même beaucoup de choses qui sont très belles. Je veux dire, c'est intéressant d'ailleurs de voir les deux côtés de la pièce. Le taux de cambriolage a chuté, la pollution au-dessus de la Chine et dans plein de pays du monde a chuté. Il y a une connexion entre les gens qui, paradoxalement, même si elle est virtuelle, elle a augmenté. Donc, il y a plus de connexion. Donc, voilà, ça, c'est en mon pouvoir d'aller chercher ces éléments-là. Et il y a des faits aujourd'hui avérés qui montrent les deux côtés de la pièce. Après, c'est mon pouvoir. C'est mon pouvoir aussi de me renseigner sur la situation sanitaire et la situation économique, parce que l'être humain a tendance à fonctionner énormément par rapport à la preuve sociale. Et c'est un problème, parce que la preuve sociale, c'est quoi? C'est en gros, je prends des décisions par rapport à ce que fait mon voisin. Et c'est ce qui fait que 90% de la population réagit toujours trop tard par rapport aux événements, que ce soit sanitaires ou que ce soit économiques. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux biais dans notre cerveau qui font qu'on prend ces décisions-là. Un, on délègue nos décisions aux autres et donc on fait comme les autres. Donc si les autres s'inquiètent pas, je m'inquiète pas. Comme tu disais hors caméra, si les gens foncent au magasin pour acheter à manger, là, je panique et ça devient un truc énorme. Et l'autre phénomène, c'est qu'on n'a pas envie d'être ridicule, donc on n'a pas envie de s'inquiéter en premier. Mais donc, c'est à mon pouvoir de me renseigner et d'avoir un degré d'information qui est plus élevé que la plupart des gens, parce que ça va me permettre d'agir quelques heures ou quelques jours avant la plupart des gens. Pour prendre un exemple courant, que je prends des fois dans mes séminaires, il y a beaucoup de métiers qui chaque année s'arrêtent. Et chaque année où il y a un métier qui s'arrête, les personnes se retrouvent sans emploi. Mais dans beaucoup de cas, les personnes auraient pu éviter cette situation. Si on prend par exemple les camionneurs aujourd'hui, s'ils anticipaient et qu'ils regardaient les informations scientifiques, on sait que les camionneurs, ça va disparaître dans le futur. S'ils le prenaient en compte, ils pourraient se former dès maintenant. Pour les voitures télécommandées et tout ça. Voilà. Okay. Ils pourraient se former dès maintenant, ce qui fait que le jour où leur métier disparaît, ils peuvent être prêts. Mais la plupart des camionneurs, malheureusement pour eux, ils vont attendre le moment, même pas le moment où ça va s'arrêter, ils vont attendre le moment où tous leurs amis s'affolent. Et le problème, c'est que c'est souvent trop tard. Donc, qu'est-ce que mon pouvoir? M'instruire, avoir de la gratitude, prendre soin de moi, respirer, faire du yoga,
m'oxygéner, si j'ai la possibilité de sortir, courir alors que je sors pas d'habitude, prendre contact avec mes amis, mais j'ai aussi la possibilité pour ceux qui s'inquiètent pour leur carrière, de développer une compétence. Aujourd'hui, c'est incroyable avec YouTube, avec les sites internet, je peux apprendre un métier que je connaissais pas, je peux apprendre à peindre, je peux apprendre à dessiner, je peux apprendre à être avocat. Donc, je peux faire ça. Et ça, c'est ce qui est totalement mon pouvoir. Après, il y a ce qui est entre les deux. Par exemple, ce qui est à moitié mon pouvoir, c'est comment la pandémie, elle va évoluer. C'est-à-dire que il y a plein d'éléments qui sont pas mon pouvoir parce que ça va dépendre des décisions des présidents, ça va dépendre d'éléments de la mutation du virus, ça va dépendre des comportements de mes compatriotes. Néanmoins, j'ai pas zéro pouvoir, j'en ai quand même un. J'en ai quand même un sur ce que je vais dire à mes amis autour de moi, comment moi j'agis. Peut-être que j'ai de l'influence que je peux avoir politique, médiatique, sur les réseaux. Donc, j'ai pas zéro pouvoir. Et paradoxalement, me concentrer sur la petite on a aussi, excuse-moi, un pouvoir sur son corps. On Bien peut sûr. manger mieux, on peut C'est clair. augmenter son système immunologique, etc. Exactement, c'est clair. Toute la partie alimentation, respiration, c'est énorme. Donc, il y a beaucoup de choses en réalité sur lesquelles on a du pouvoir. Et ce qui est sûr et qui est magnifique, et on le voit en thérapie, c'est-à-dire que quand quelqu'un est déprimé, c'est qu'il est concentré sur là où il n'a pas de pouvoir. C'est pas le fait que son couple ne se passe pas comme prévu qui fait qu'il est déprimé. C'est le fait qu'il ait la sensation qu'il puisse rien y faire. Ce qui est déprimant avec le coronavirus, c'est pas le coronavirus en lui-même, c'est la sensation d'impuissance face à un phénomène qui me dépasse. Mais revenir sur là où j'ai du pouvoir et qu'est-ce que je peux faire, ça donne du sens. Et le sens, c'est vraiment l'ingrédient le plus important pour le bien-être d'un être humain. Merci. Alors, figure-toi que dans les commentaires, les gens sont très surpris de t'entendre parler de spiritualité. Donc, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce qui te fait dire, quelqu'un qui dit juste, qu'est-ce qui te fait dire, prononcer le mot spiritualité? En fait, ce qui est très intéressant et ce qui est très drôle, c'est que beaucoup de gens ont créé des images de moi qui sont qu'une partie de qui je suis. Tout à fait. Et en fait, ça fait des années que j'adore la spiritualité et que c'est important pour moi. Simplement, on a tendance à créer des phénomènes d'opposition. C'est-à-dire que vu que j'aime l'entrepreneuriat, on a tendance à se dire il aime l'entrepreneuriat, donc il n'aime pas la spiritualité. Mais en fait, comme si c'était opposé, la spiritualité et l'entrepreneuriat aussi. Exactement. Mais en fait, moi, je parle en fonction des jours et de mon humeur, de ce que j'ai la sensation qui peut le plus servir mon audience. Donc, la spiritualité, elle a beaucoup d'importance dans mon cœur et je serais pas qui je suis sans ça. J'aime bien dire que c'est indispensable pour être épanoui d'équilibrer son ambition avec de la gratitude. Maintenant, j'aime beaucoup cette idée de pas m'imposer des cases en fait. Et donc du coup, j'ai un vrai intérêt pour tout ce qui est religion. J'ai un vrai intérêt pour tout ce qui est entrepreneuriat. J'ai un vrai intérêt sur l'argent. J'ai un vrai intérêt sur la psychologie. Donc en fait, finalement, tout ce qui permet à un être humain de s'épanouir m'amuse. Et la démarche spirituelle en fait partie. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de clients qui sont très ambitieux, très dans l'action, que j'aide à s'ouvrir à une forme de spiritualité plus grande pour eux. Et j'ai beaucoup de gens très ouverts, méditation, respiration, yoga, une pratique religieuse, à s'ouvrir à une démarche plus scientifique, pragmatique, pour être dans l'action et pas uniquement la croyance. Et pour moi, mon obsession, c'est ce qui marche. Et la spiritualité, scientifiquement, c'est prouvé comme étant efficace. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et en plus, ce que les gens ne savent peut-être pas, certains, c'est que tu es en couple avec une personne extrêmement spirituelle aussi. Julie, une spiritualité très profonde. Alors bon, déjà, juste pour préciser, parce que je vois des commentaires, clairement, pour moi, tout le monde, clairement, est spirituel. Après, c'est sûr, pour appuyer ce que tu viens de dire, j'ai une femme qui, encore il y a une heure, était en plein dans des exercices
que plein de personnes pourraient considérer perché. Donc, et j'ai participé à des séminaires dont plein de personnes considéraient que c'est extrêmement perché. Donc voilà, je suis pas étonné qu'il y ait des personnes qui soient étonnées parce que j'aime beaucoup de choses. Et donc, du coup, on a tendance à se dire, tout comme dans l'autre sens d'ailleurs, hein, il y a des personnes qui, dans l'autre sens, disent, tiens, je suis étonné, tu t'es intéressé par la finance et le business, alors que je pensais qu'en fait, c'était plus le service à l'autre, le cœur, l'amour, la spiritualité. En fait, tous les jours, j'ai des gens qui me disent, je suis étonné de... Les personnes à la limite qui sont le moins étonnées, c'est ceux qui sont venus dans mes séminaires parce que ils ont un vrai échantillon de qui je suis en tant que personne. Tout à fait. Ouais. Nous vivons un moment de beaucoup d'incertitudes. Hein. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Je crois que personne aujourd'hui a une idée de ce qui se va passer exactement. Hein. Il y a peut-être des scénarios, il y a peut-être des idées. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois cette incertitude? À quoi ça te connecte? Ça me connecte à deux choses. La partie humaine en moi, ça connecte à beaucoup d'empathie pour ce que vivent les gens. Et encore une fois, hein, j'ai une proche qui a le coronavirus, donc c'est d'autant plus facile d'avoir de l'empathie. Donc d'un côté, voilà, j'ai beaucoup d'empathie pour l'inquiétude de certaines personnes, pour la situation médicale. Aussi, on n'est pas tous dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent le confinement pas de la même manière. C'est pas pareil d'être en confinement en plein Paris, tout seul, dans un appartement très sombre, tout petit, que en pleine campagne, dans une belle maison, avec sa famille, son chien et son cheval. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens en ce moment qui sont dans des conditions de vie dont j'ai de l'empathie pour eux. Donc, ça, c'est la partie humaine en moi. L'autre partie, c'est que moi, j'adore l'histoire et la psychologie. Donc là, en ce moment, ça me donne vraiment envie. Enfin, c'est pas ça me donne vraiment envie, c'est que en ce moment, je passe beaucoup de temps à étudier les différentes crises qu'ont traversé l'histoire. Par exemple, Marc Aurèle, dans la fin de sa vie, il y a eu une énorme pandémie. Enfin, à l'époque, je pense qu'on parlait d'épidémie, je pense, parce que même si c'était dans tout l'Empire romain. Et c'était intéressant de voir comment Marc Aurèle a géré l'épidémie à l'époque, parce que on n'avait pas du tout la connaissance médicale d'aujourd'hui, et il a été sous un angle au moins, il a été vraiment exemplaire dans le sens que il n'a pas quitté Rome, il a essayé de mobiliser les meilleurs médecins, essayé de calmer la population. Malheureusement, il en est mort de cette. Il est mort de cette épidémie? Ouais, il en est mort, mais ça a vraiment participé à diffuser son message. Et donc, c'est quelqu'un, j'aime beaucoup, hein, parce que il a tout un travail qu'il appelait méditation, où il prenait les notes de ses pensées. Donc voilà, en ce moment, j'étudie beaucoup les différentes crises, que ça soit aussi, c'est hyper intéressant. Par exemple, Newton, donc Isaac Newton, qui a formalisé la gravité alors j'ai plus la date exacte, mais en 1666, il y a eu une énorme épidémie à Londres qui a décimé une grosse partie de Londres. Et donc, il y a eu un confinement à l'époque. Et lui, sa manière de vivre le confinement, sachant qu'il n'y avait pas Internet, donc il était plus en mesure d'étudier comme il le faisait avant. Et c'est quand même assez incroyable parce que Newton, c'est en étant au bord d'un arbre, en se posant la question de qu'est-ce qu'il pouvait faire dans la situation actuelle pour avancer, que c'est la fameuse histoire de la pomme qui tombe. Et donc, Newton a formalisé le principe de gravité en pleine épidémie en 1666 à Londres. Donc, voilà, en ce moment, je suis là-dessus parce que moi, j'aime beaucoup cette idée qui vient pas du tout de moi. Hein. Charles de Gaulle en parlait déjà, qu'un bon moyen d'aider l'humanité, c'est de comprendre qu'est-ce qu'a fait l'humanité dans le passé. Parce que l'être humain, il a tendance à oublier ce qu'il a fait. Et donc, il a tendance à reproduire des mêmes schémas sur plusieurs centaines d'années. Et donc voilà, c'est intéressant pour moi en ce moment d'étudier
comment des grands leaders de l'histoire ont essayé d'opérer pendant les périodes de crise. Donc, c'est ça qui se passe beaucoup en ce moment pour moi. Merci pour ces informations, j'adore. Alors, en même temps, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont peur, beaucoup de gens qui paniquent même, et c'est légitime, je trouve, hein, parce que c'est une situation inédite. Et en même temps, qu'est-ce que tu peux dire, toi qui espères sur la confiance en soi et la transmutation de toutes ces émotions, qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes? Tiens, juste pour bien être sûr, tu peux préciser le type de personne et la question que tu as je veux bien. Les gens qui ont peur, qui s'inquiètent, qui sont peur pour la maladie, pour la famille, pour tellement de choses qui peuvent faire peur en ce moment, tu vois, pour la crise financière. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là? Bon, déjà, c'est vrai que moi, ce que j'aime le mieux, c'est pour ça que c'est très complexe des questions comme ça. Ce que j'aime le mieux, c'est j'aimerais pouvoir m'adresser directement à elle et avant de lui répondre, pouvoir m'intéresser et comprendre son monde. Parce qu'on a tous des peurs différentes face aux mêmes situations. Mais imaginons qu'elle ait peur par rapport au futur et à sa famille. Et est-ce que sa famille va avoir assez à manger? Est-ce qu'elle va tomber malade? Voilà, pour moi, ça se résume sur cette idée. Donne-moi la force de changer les choses que je peux. Donne-moi la sérénité d'accepter les choses qui sont et la sagesse de distinguer l'une de l'autre. Pour moi, c'est comme l'atteinte des objectifs. Le but de l'atteinte de l'objectif, c'est le but de la philosophie des objectifs n'est pas d'atteindre l'objectif. Parce que tout ne m'appartient pas. Si tu as envie d'être médaillé d'or aux Jeux Olympiques, tu peux avoir le meilleur corps, être entraîné comme pas possible. Il peut avoir des paramètres qui te dépassent, comme le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit meilleur que toi ce jour-là. Donc, la clé, c'est pas tant de cristalliser, je veux absolument atteindre quelque chose, mais vraiment de rentrer dans la philosophie de faire de son mieux. Et donc, pour moi, en ce moment, la personne qui se dirait ça, je dirais, ben, ok, qu'est-ce qui est en ton pouvoir? Qu'est-ce que tu peux faire pour au moins augmenter les chances que ça se passe au mieux pour toi? Qu'est-ce que tu peux faire pour protéger ta famille au niveau médical? Qu'est-ce que tu peux faire pour les informer? Qu'est-ce que tu peux faire peut-être pour les aider à s'oxygéner, à respirer, à mieux manger, etc. Et puis après, j'aimerais connaître ses croyances parce que ça va beaucoup m'aider à savoir comment lui répondre et comment l'aider, mais l'être humain, il a des ressources qui sont incroyables dans l'adversité. Et les résistants de guerre, c'est un exemple que je prenais récemment, les résistants de guerre eux-mêmes ne savaient pas qu'ils deviendraient des résistants. Donc c'est important de se rappeler. On a tendance à s'inquiéter par rapport au futur parce qu'on se demande est-ce que le soi du futur, il va être en capacité de gérer telle ou telle situation. Mais l'histoire nous montre que il existe des gens qui ont vécu toute forme d'atrocité et il existe dans ces gens-là des gens qui ont réussi à en faire des belles choses. Et donc là, il y a trois types de confiance. Tu as une confiance qui est orientée répétition. Si je répète le piano, ben forcément, au bout d'un moment, je vais avoir confiance dans mes capacités à jouer au piano. Si je répète quoi que ce soit, au bout d'un moment, je deviens meilleur. La deuxième type de confiance, c'est la confiance vis-à-vis de toi-même. C'est-à-dire, là, on n'est plus tant une confiance en termes de capacité, mais à force de me confronter à des challenges de plus en plus grands, je réalise que j'ai les ressources pour les affronter. Donc, un bon exercice pour ça, pour la personne dont tu me parles, ça pourrait être de se dire, tiens, je voudrais que tu me listes 5 situations dans ta vie passée où tu étais face à de l'adversité et tu as réussi à mobiliser des ressources et tu as réussi à t'en remettre pour qu'elle puisse réaliser, waouh, j'ai des ressources. Et puis après, le troisième type de confiance, et c'est là où ça va amener vers plus la spiritualité ou la religion, bah c'est la foi en fait. C'est-à-dire, moi, ma croyance, encore une fois, c'est que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et pour moi, et c'est ce que je valide dans mes recherches scientifiques, ça n'existe pas quelque chose qui n'a que des avantages sans inconvénients et que des inconvénients sans avantages. Et donc, c'est la dualité. Comment? La dualité, il y a toujours la dualité. Exactement. Et donc, du coup, je lui dirais, voilà, même si les choses se passent pas comme tu veux, c'est pas dit que ça soit pas
pour te servir. C'est pas dit que ça soit pas pour te faire grandir. Encore une fois, ce qui fait la distinction entre deux personnes, c'est la capacité à comment tu joues avec les obstacles. La petite version de nous, elle est usée par les obstacles, elle est fatiguée par les obstacles, elle est limitée par les obstacles. Alors que le sage en nous, la grande version de nous-mêmes, elle est stimulée par les obstacles, elle est réveillée par les obstacles, elle est grandie par les obstacles, elle est propulsée par les obstacles. C'est les obstacles de Mandela qui ont créé Mandela. C'est les obstacles de Gandhi qui ont créé Gandhi. Donc, on a peur d'une situation future, alors que peut-être cette situation future est peut-être exactement ce qui va nous permettre de devenir l'homme ou la femme qu'on a toujours rêvé de devenir. Alors peut-être de manière désagréable, peut-être de manière extrêmement douloureuse, mais qui a dit que la vie devait être qu'agréable? Et d'ailleurs, au-delà du coronavirus, j'aimerais trouver un être humain sur cette terre qui a vécu uniquement du confort et du côté agréable depuis sa naissance. Ça n'existe pas. Donc, avant le coronavirus, il y avait des difficultés, des inconvénients, et il y en aura pendant et il y en aura après. Et c'est pas parce que ça devient difficile que le difficile ne va pas nous amener à nous révéler en tant qu'humanité, nous révéler en tant que famille, nous révéler en tant que personne individuellement. Déjà, une des premières choses à casser pour grandir, c'est casser l'illusion que uniquement ce qui est agréable est à mon service. Quand tu vas à la musculation, c'est inconfortable de faire grandir ton muscle. Quand tu apprends quelque chose de nouveau à la bibliothèque, eh ben tu te sens perdu, tu te sens pas bien à un moment donné quand tu comprends rien. Mais paradoxalement, la capacité à embrasser, être à l'aise et je dirais même un cran plus loin, à s'amuser avec le chaos et avec la difficulté transforme ta vie. Paradoxalement, ce qui fait que les gens souffrent, c'est pas les difficultés de leur vie. Ce qui fait que les gens souffrent, c'est le rejet de souffrir. C'est le rejet de la difficulté. Et alors, bien sûr, je me souhaite pas de perdre ma maman, ni ma grand-mère dans le coronavirus. Mais pour répondre à ta question, ce qui fait que je vais être relativement à l'aise, c'est que je sais que même si je perdais mes parents, ou ma femme, ou ma grand-mère, ou tout le monde, bien sûr, je serais extrêmement triste. Et peut-être ça durerait 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais j'ai une confiance totale dans le fait qu'il existe les ressources en moi. Et quand je dis en moi, c'est pas que en moi, il existe des thérapeutes, des coachs et des gens, si besoin, pour m'aider. Et que si le pire arrivait, j'en ressortirais grandi. C'est ma conviction totale. Quant à cette conviction-là, bah, tu peux avoir peur, mais ta peur, elle est divisée par 10. Ça veut pas dire que je me souhaite de perdre ma maman. Je l'aime trop pour ça. Mais si ça arrivait, j'en ferais un cadeau. Et j'en ferais d'ailleurs pas qu'un cadeau pour moi. J'en ferais un cadeau pour elle. Parce que non, si elle était amenée à mourir, non seulement c'est dur qu'elle meure, mais c'est pas pour en plus détruire ma vie. Si je perds ma mère, le plus beau cadeau que je peux lui faire, c'est me créer une putain de vie. Et d'ailleurs, ça a été très clair aussi avec ma maman. Je lui ai déjà dit, si maman, je décède avant toi, ce qu'elle ne souhaite pas du tout, bien sûr, elle aime pas quand je lui dis ça en soi. Je lui dis, mais c'est important. Je lui dis, voilà, maman, je veux que tu saches, si je décède avant toi, je veux qu'à mon enterrement soit un symbole d'une seule chose. Que les personnes présentes, tu leur passes le message que la seule chose d'importante pour moi, c'est aller réaliser vos rêves. Et c'est la seule chose qui est importante pour moi. Si ma mère devait prendre accès à mon compte Facebook, ou ma femme, elle pourrait le faire aussi, si je décédais, la seule chose que je voudrais que ma femme fasse, c'est prendre mon téléphone sur mon compte et dire, voilà, David est décédé. La seule chose qu'il aurait voulu pour son décès, aller vivre une putain de vie. Aller réaliser vos rêves. Donc, ma femme elle souhaite pas que je meure et je souhaite pas que je meure non plus. Mais l'adversité nous fait grandir. L'adversité nous révèle. Et j'aime beaucoup cette philosophie. Je me souviens plus. Elle est peut-être perse. Je sais plus exactement. Mais j'aime beaucoup cette idée que dans les temps durs créent des hommes forts. Grand H. Les temps durs créent des hommes forts. Et là, voilà, la réalité, c'est que l'humanité, enfin moi là, objectivement, j'ai 31 ans
Et j'ai grandi. Je suis une des premières générations à n'avoir pas du tout connu la guerre. C'est-à-dire que quand je dis pas du tout connu la guerre, c'est que non seulement j'ai pas connu la guerre, mais mes parents non plus n'ont pas connu la guerre. Et donc, quelque part, là, c'est aussi, ça nous pousse à grandir. La génération vivante actuellement, ça nous pousse à grandir, ça nous pousse à être humble par rapport à la, à quel point la vie elle est précieuse, à quel point elle peut partir rapidement. Ça nous pousse à nous entraider, ça nous pousse à nous réinventer. Donc voilà, pour avoir confiance dans le futur, il s'agit de se rappeler que même si le pire arrive, le pire est peut-être une belle chose, sans pour autant souhaiter le pire. Mm. Et c'est ça la différence. C'est pas parce que je me dis, si le pire arrive, ça sera OK, ce qui est une manière de m'apaiser. Néanmoins, je vais tout faire pour que le meilleur arrive. Mais George Orwell, il parlait de cette idée de la double pensée. Un être humain qui est épanoui, il est autant capable de regarder le pire que de regarder le meilleur. Mais c'est comme l'enfant qui a tellement peur du noir et du placard qui est sombre, mais du coup, il en a tellement peur qu'il ne le regarde jamais. Le meilleur moyen de s'apaiser, c'est des fois d'aller voir le placard et l'ouvrir et dire, regarde, il n'y a rien. Alors que tu peux passer 2 mois à avoir peur du placard. Et ben, c'est pareil. Des fois, on a tellement peur peur, par exemple, de perdre ses enfants, on a tellement peur que du coup, on n'ose pas regarder. Ok, et si ça arrivait, qu'est-ce qui se passerait? Oui, ça serait douloureux. Ça serait peut-être l'événement le plus dramatique de ma vie. Mais c'est pas parce qu'il est dramatique que je pourrais pas en faire quelque chose. Néanmoins, maintenant que j'ai fini ça et que j'ai regardé le placard, ben, je peux tout faire en sorte pour qu'il y ait de la lumière dans le placard. Et je peux tout faire pour que mes enfants survivent, je survive et me concentrer sur l'essentiel. Et moi, titre personnel, je me dis, voilà, ça me dépasse. Si je dois mourir du coronavirus, eh ben, ça me dépasse. Par contre, je veux être sûr que si je meurs du coronavirus, je puisse me dire dans mes dernières secondes, j'aurais tout fait pour survivre. Mm. J'aurais fait ce que je pouvais faire. Bah, merci. Et pour compléter ce que tu es en train de dire, si on avait besoin de le compléter, c'est que je peux témoigner aussi que c'est mon expérience. J'ai eu une vie mais vraiment catastrophique et à chaque fois, je me suis en sortie. Et j'ai fait quelque chose. Si je suis aujourd'hui là où je suis en train de parler avec toi, c'est grâce aux catastrophes de ma vie. Ça, j'ai aucun doute. Donc, voilà. C'est pas, mais c'est clair, les difficultés que tu as vécues créent la femme que tu es et tu ferais pas ce que tu fais sans les difficultés. Et c'est valable pour toutes les personnes qui nous écoutent. J'en suis à 100% sûr que toutes les personnes qui nous écoutent ont vécu des difficultés. Certaines d'entre elles, dont sur le moment elles se sont dit même, je m'en remettrai pas. Et elles seraient pas qui elles seraient sans ça. Je veux dire, si je m'étais pas détesté pendant tant d'années, si j'avais pas pensé que j'étais une merde intergalactique, je ferais pas ce métier, c'est simple. Mm. Donc, et si je faisais pas ce métier, j'aurais pas le bonheur régulier de recevoir des messages de gens qui me disent je change ma vie grâce à tes vidéos. C'est une richesse qui est immense. Cette richesse immense, je la dois à mes difficultés parce que sans mes difficultés, j'aurais pas été obsessionnel pour comprendre la psychologie. J'aurais pas voulu apprendre le coaching. J'aurais pas voulu me mettre au service des gens et j'aurais pas cette faculté à avoir de l'empathie pour ce que vivent les gens si mon enfance elle avait été facile. Donc c'est valable pour toutes les personnes qui nous écoutent et donc même si l'humanité était face à l'adversité, elle saura grandir. Je veux dire, c'est pas la première épidémie et pandémie de l'humanité, ni crise économique. L'humain est bluffant et l'humanité est incroyable quand il s'y met. Hein. Tout à fait. Alors, j'ai perdu, excusez-moi, le chat parce que c'est parti en échange. Il y a des gens qui disent réponds-moi s'il te plaît, alors que j'ai du mal à trouver les questions. Mais je vais finir sur une question. Nous sommes à l'aube d'un gros changement. Je sens qu'il y a comme deux mondes qui se chevauchent. Je ne sais pas si tu as la même sensation. Et quel est ton regard par rapport à ça? Mon enseignement et ce en quoi je crois le plus,
c'est ce que j'appelle le principe du paradoxe. Et pour moi, j'aime beaucoup répéter cette phrase, le maître dans le sens maîtrise, le maître maîtrise les paradoxes. Et donc, l'excellence pour moi, elle repose sur la capacité qui est contre-intuitive à faire des choses qui sont opposées. Je donne des exemples. Pour être un bon communicant, il s'agit de savoir oser s'exprimer. Et paradoxalement, il s'agit aussi de savoir se taire. Pour être un bon parent, il s'agit parfois d'être ouvert d'esprit par rapport à ses enfants et parfois ferme. Parfois les soutenir et les encourager et les valoriser, et parfois les challenger et les pousser. Pour moi, l'excellence, elle repose dans le fait d'être capable de faire des trucs qui semblent opposés. Par exemple, en gymnastique, tu vas devoir être souple dans ton corps, mais parfois très rigide aussi. Et donc, quand tu me dis, voilà, il y a des mondes qui s'opposent, oui, et en fait, pour moi, tant mieux, parce que c'est souvent de ces opposés que naît quelque chose de plus juste. Si je prends des exemples, on va avoir d'un côté le courant de l'écologie et de l'autre côté le courant de la technologie. Je fais très grossier, hein. Technologie, donc technologie, pro-industrialisation, progrès, innovation, etc. Écologie, respect de la terre, plutôt ralentir cet excès du progrès, etc. Dans la technologie, on est souvent plus porté par aller en dehors de la Terre. Là, on est plus branché prendre soin de la Terre. Mais en fait, moi, ma vision, c'est qu'il y a de l'intelligence et de la sagesse dans les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, on est arrivé à une hérésie d'être dans la technologie au point de ne plus prendre soin de notre planète. Mais il y a aussi une hérésie dans l'écologie parce que si on ne prend soin que de notre planète et qu'on ne répond pas à la question comment on fait pour survivre à une astéroïde, comment on fait pour survivre à l'explosion programmée du Soleil, comment on fait pour survivre à l'évolution juste naturelle de la planète, et qu'on ne se pose pas la question de comment, exactement comme l'être humain a toujours fait depuis des millénaires, c'est-à-dire que l'être humain est né en Afrique et progressivement il a colonisé la planète. Ça fait partie du rôle de l'être humain d'apprendre à aller dans l'espace. Et donc, pour moi, ce que j'aime dans les oppositions, c'est qu'il y a la sagesse qui naît. Et donc, et c'est pour ça que je trouve ça magnifique qu'il y ait le courant écologique et magnifique qu'il y ait le courant technologie, tout comme plein de courants, en fait. Tu as tout un courant autour de la pensée positive qui a plein d'avantages, mais il est très limité aussi parce que la pensée positive t'amène parfois à être aveugle de ce qui va pas et l'anticipation et la pensée plus sceptique. Et tu as le courant qui est en train d'exploser en ce moment, qui s'appelle le scepticisme et qui est très critiqué par ceux de la pensée positive. Mais en fait, il y a de la beauté dans le scepticisme parce que le scepticisme consiste à se dire je fais très attention à ce qui est de l'ordre des faits, de mes croyances, de ce que les études montrent ou pas. Et il y a aussi une grosse limite, c'est qu'à vouloir tout démontrer, eh ben, je passe à côté de choses hyper intéressantes qui ne le sont pas encore. Et donc voilà, moi j'adore les phénomènes d'opposition parce que c'est pour ça par exemple que je crois à la mixité, ne serait-ce que des couleurs de peau et des cultures, parce que dans l'opposition naît la croissance. Et j'adore cette idée, entoure-toi de gens brillants, pas d'accord avec toi, parce que des gens brillants, pas d'accord avec toi, ils vont t'enrichir. Et donc, en ce moment, eh ben, il y a des courants de pensée, donc voilà, moi j'adore parce que l'humanité est obligée de faire un saut à plein de niveaux. D'accord. Mais tu as cette impression j'entends que tu te poses tu essayes d'entendre les deux, et en même temps, personnellement, tu ressens quoi? Qu'est-ce que je ressens? Bah là, dans le présent, déjà, je vais te répondre dans le présent, je ressens de la confiance. Je ressens une forme de curiosité de qu'est-ce qui va se passer. Bon, moi, je sais pas, en fait, j'adore l'humain, j'adore étudier l'humain. Donc, quelque part, moi, ça va paraître bizarre ce que je vais dire.
Là, pour moi, c'est une grande télé-réalité, en fait, ce qui se passe. Tout à fait. Donc, alors, et encore une fois, quand je dis ça, ça peut paraître bizarre, mais voilà, les gens, ils me demandent qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais dans mes vacances, mais moi, étudier l'humain me passionne véritablement, et donc là, pour moi, je sais pas, j'ai la, ce que je ressens, c'est beaucoup de désir d'observation, de comprendre, d'écouter les gens. Je sais, voilà, ça c'est d'un côté, et puis l'autre côté, je ressens qu'il y a des opportunités qui sont sous mes yeux, qui se présentent aussi pour les clients que j'accompagne. Et donc, je ressens de la stimulation aussi je sais pas, pour moi, en fait, en ce moment, les cartes sont redistribuées sous plein de manières. Et donc, quand les cartes sont redistribuées, c'est aussi une belle manière de sortir du lot. Euh, Donc, ouais, en fait, je pense que si, voilà, si c'est bon. De tout ça, je pense que ce que je ressens le plus souvent et ce que j'essaie de ressentir le plus souvent, c'est de la présence. Parce que vu qu'il y a beaucoup d'incertitudes liées au Mm. futur, euh, voilà, finalement, quand je te parle d'observer, de regarder, d'étudier, et que je te parle de télé-réalité, j'essaie juste d'être contemplatif finalement dans le sens de pas être réactif, d'être plus observer ce qui se joue et ce qui se passe, et à partir de ce que je vois, essayer de prendre des décisions et jouer avec les cartes qui me sont données, et puis voilà. C'est un peu ce que la vie est en train de nous demander, hein, finalement. Hein, parce que c'est une époque d'arrêt, d'intériorisation, d'observation. Je suis d'accord avec toi. Écoute, on n'a plus de temps parce que tout de suite, j'ai une autre interview. Je te remercie vraiment de ce cadeau, de ce temps. Ça m'a énormément plu. Je crois que beaucoup de personnes avaient beaucoup d'échanges dans le mail, mais beaucoup de merci. Alors, des gens qui me demandent quel est le titre de ta conférence, je vais le dire, 6 clés pour changer radicalement votre vie sur tous les plans. Vous pouvez la trouver tout simplement dans le mail de ce matin du Sommet de la Conscience. Elle est disponible aujourd'hui et demain gratuitement. Et c'est vraiment une conférence de grande actualité. Je l'ai revue encore ce matin. Vous pouvez utiliser cette clé pour vivre en partie le moment que nous sommes en train de vivre. Je te remercie, David, et je vous remercie à vous tous. Aidez-nous à partager cet magnifique échange qu'on a eu avec David. J'ai beaucoup aimé cet échange. Je t'ai trouvé spécialement touchant aujourd'hui. Bon, ça faisait un an que qu'on se parlait pas, mais merci beaucoup. Et les gens aussi, il y a des gens qui disent, ouais, ça faisait un moment que je voyais pas des conférences de toi et je t'ai tout changé. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond, plus humain. Merci beaucoup, David, et merci à vous. Merci en tout cas, Anna, et je suis très content de ce que tu apportes aux gens. Et je vois les commentaires là qui disent merci. Voilà, donc moi je dirais juste, je souhaite à toutes les personnes qui te suivent, qui me suivent, qui nous suivent aujourd'hui et qui ont regardé aussi la conférence d'aller réaliser leur rêve. C'est le message dont je parlais si je décédais. Et donc, je vais pas attendre de décéder pour le partager. Donc, moi, ce qui me touche, c'est que les gens, ils aillent au bout de ce qui est important pour eux. Et dans la conférence que j'ai faite pour le sommet de la conscience, c'est ça que j'ai voulu apporter. Je me suis dit, il y avait beaucoup de personnes qui, autour de cette dimension, justement, de la spiritualité. Et je me suis dit que j'avais envie d'amener euh, cette dimension, d'aller au bout de ses ambitions, de se remettre en question. C'est ce que j'ai envie d'apporter. Voilà. Je souhaite le meilleur à ta communauté. Merci Anna pour ce que tu fais et merci pour tes mots aussi. Je suis très heureux que je te sens accomplir ta mission. Merci. Bisous à Julie et bisous à toi. Gros bisous. À bientôt. À bientôt. Et partagez, n'oubliez pas. Allez, Partagez on pour partage, hein, publier. on partage. Ciao.